Bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées. Je suis Maya Huguenin des Techniques d'ingénieur, responsable éditoriale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Moreau qui va nous parler de la réversibilité comme nouvelle frontière de l'ingénierie. Donc, juste quelques mots sur votre parcours, Stanislas. Vous avez plus de 25 ans d'expérience en R&D, matériaux et conception, allant du développement de produits innovants à la fabrication de machines pour l'industrie, dans les secteurs de l'agriculture et de la défense également. Vous vous êtes spécialisé dans l'étude des cycles géochimiques et anthropiques et vous êtes pionnier d'une vision métier tournée vers la transformation durable. Vous plaidez notamment pour que vos pairs réinventent leurs pratiques autour de l'industrie circulaire et de la défabrication en particulier. Et pour cela, vous avez développé le concept de réversibilité industrielle que vous diffusez à travers de nombreuses conférences et interventions. Et donc, vous allez nous parler aujourd'hui. Donc, merci infiniment pour votre présence, Stanislas. Avant de vous laisser la parole, je voudrais juste ajouter quelques mots sur le déroulé du webinaire. Donc, la durée prévue de présentation est d'environ 45 minutes. Et ensuite, nous aurons un petit quart d'heure pour échanger sur la base des questions que les participants et participantes auront posées. Donc, vous pouvez poser des questions pendant toute la durée de la présentation dans la fenêtre du chat dédiée. Et nous les prendrons à la fin pour que Stanislas Moreau puisse y répondre. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Stanislas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Maya. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes partis pour 45 minutes. Nous allons voyager à travers la matière, à travers son origine et vers aussi ce qu'elle devient. Et nous, ingénieurs, sommes évidemment responsables à plein de titres de l'usage que nous faisons de la matière à travers les process que nous mettons au point et ce que nous en faisons en général. Pour introduire le sujet, je voudrais quand même donner un petit peu de gravité au sujet. On est sur un sujet lourd pendant 45 minutes, mais qui se finit plutôt bien. En tout cas, je le souhaite pour tous. Pour commencer, pour donner un petit peu le ton quand même, on a un état quand même de la situation qui n'est pas tout à fait positif. Je vous invite à essayer de trouver qui a dit, ce fameux 15 avril 2024, que l'humanité est un enfant délinquant de la terre nourricière. Cette même personne, le 5 juin 2024, nous disait que nous jouons à la roulette russe avec notre planète, réitérait le 21 août 2024 en expliquant que 99% de l'humanité respire un air pollué. Eh bien, je vous l'annonce, c'est un dirigeant, mais pas de pays. Il n'a pas de peuple à satisfaire ou d'élection à gagner. C'est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et qui, je m'en sers ici en introduction, a travaillé sur les déchets également. Alors je vous invite, il y a 2-3 fois où vous pourrez flasher un QR code, et donc ça c'est pour directement voir les communiqués de presse des Nations Unies. Monsieur Antonio Guterres a fait des communiqués de presse sur les déchets, appelant à mettre fin une fois pour toutes à l'accumulation dévastatrice des déchets. Et ce que nous allons développer, c'est la conséquence de ces déchets et comment, c'est une piste, y remédier. Maintenant, la France, parce que souvent on considère que le reste du monde fait les choses mal et puis chez nous c'est différent. Voilà. Voyons voir comment ça se passe en France. Alors ce document est hyper intéressant, ça s'appelle La circulation des matières dans l'économie française. Merci encore à ceux qui le font, le SDES à Orléans. Les importations, on va commencer par donner les grandes masses. La grande masse, alors je ne sais pas si on voit ma souris, enfin la grande masse c'est ici, c'est 1000. Ce sont des millions de tonnes par an. Donc il y a 1000 millions de tonnes qui sont directement utilisées par une industrie, que ce soit agricole ou que ce soit une industrie minérale autre. Voilà. De ça, 35% sont des chiffres assez ronds du coup, hein, on peut faire des pourcentages. 35% vient d'importation et 65% à la grosse, c'est de l'extraction intérieure. Comme on peut le voir sur ces dessins, il s'agit beaucoup de matières organiques. Tout ce qui pousse, toutes les forêts, tout ce qu'on peut manger, fait partie de ce chiffre. Et on va avoir aussi de l'extraction minière, mais pas noble. C'est l'extraction essentiellement de gravats. On n'a pas en France de mines d'or, voilà, pas grand-chose en tout cas. Tout ça, c'est de l'importation, que ce soit du produit fini, que ce soit également de l'énergie. On voit le pétrole ici. Maintenant, regardons voir ce que ça devient. Hop. 20% de cette masse est réexportée, soit. Et maintenant, les chiffres qui nous intéressent sont ici.
5% est déclaré flux dissipatif. Flux dissipatif, c'est qu'on l'a mis dans un champ, là en l'occurrence ce sont des engrais, ça a été mis dans un champ et ça ne reviendra pas. C'est-à-dire que ça va partir avec l'eau, ça va s'accumuler dans la terre, mais flux dissipatif, c'est perdu. Donc 5% déjà est perdu. Ensuite, et là le chiffre est terrifiant, et je pèse mes mots, les émissions dans l'air représentent 30% de tout ce qui rentre dans le pays qui est traité par une industrie. 30%. Si on fait la somme des deux, on est à 35% de matière perdue. Les émissions dans l'eau que je pensais avant de faire ces recherches être plutôt dramatiques ne le sont pas du tout. En proportion, c'est insignifiant. Les déchets enfouis sont également pratiquement insignifiants, on va être à 0,3%. Et maintenant qu'on a bien retenu 35% de matière perdue, voyons voir quelle quantité est recyclée. Hop. La quantité recyclée est ici, et c'est de l'ordre de 18%. Pour recadrer un tout petit peu ce qu'il y a dans le recyclage, même si on va le voir après, le recyclage n'inclut plus le remblai, n'inclut plus l'enfouissement, et n'inclut plus l'incinération. Autrefois, c'était considéré, il n'y a pas longtemps, hein, c'était encore considéré comme du recyclage. L'incinération, j'ai bien dit que c'était considéré comme du recyclage. Tout ça pour une accumulation de 38-39% de matière qui va réellement rester et servir à quelque chose. Donc du béton, etc., etc. On peut également estimer que à la fin de la vie de ces 40%, ça repart en circulation, et donc 30% des 40% de nouveau se retrouvent émis dans l'air ou en flux dissipatif, etc., etc. Donc, un taux de déchets qui est colossal. Et déjà, je commence à dire que déchets, ça inclut les flux dissipatifs, ça inclut les émissions dans l'air, ça inclut les émissions dans l'eau. Aujourd'hui, un déchet, c'est pas ça, c'est juste un produit. Mais le CO2 dans l'atmosphère, on ne dit pas que c'est un déchet. On a un problème de vocabulaire et on va y revenir. Voici le schéma dans son ensemble. Voilà. Qui je suis, c'est juste cette slide pour vous dire que je n'ai rien à vendre, mais absolument rien, je suis là bénévolement. J'ai une société qui conçoit et fabrique des machines robotisées, donc rien à voir avec ce que je suis en train de vous raconter, pas tout à fait rien à voir, ça serait faux de dire ça, mais je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, si ce n'est une idée. Mon premier choc a été de constater, justement, en faisant la prospection commerciale dans une cimenterie, pour leur vendre tout simplement de l'automatisme, qu'ils brûlaient les poubelles jaunes que je constituais, je triais mes déchets, et une énorme partie à l'époque, ça a changé un petit peu depuis, une énorme partie était brûlée dans cette cimenterie, qui depuis a fermé, et ça a été vraiment le choc. Donc j'ai commencé à enquêter sur tout ça il y a 6 ou 7 ans. La vraie question, c'est de quoi est-ce qu'on dispose? Les matériaux, d'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, la nature, pourquoi subsiste-t-elle et depuis si longtemps? Comment est-ce qu'on peut changer notre regard sur le recyclage avec la réversibilité? Et en définitive, vous donner quelques outils pour donner plus d'éthique à l'ingénierie. Ça sera beaucoup plus clair après. De quoi disposons-nous sur Terre? Hop. Donc, nous sommes ici, on va prendre un petit peu de hauteur. On est vraiment sur une boule à sphère fermée. Hein. On peut que se rappeler que c'est fermé et qu'il n'y a rien autour ou presque, et que la seule énergie qui arrive sur Terre, c'est celle du Soleil. On a un petit peu de gravité avec la Lune et le Soleil qui font les marées, et c'est à peu près tout ce dont nous disposons sur Terre. Là, c'est intéressant de prendre encore plus de perspectives pour se rappeler que l'univers est constitué de 1 atome d'hydrogène en moyenne par mètre cube, et que juste une tête d'épingle en fer, c'est 30 millions de milliards d'atomes. Donc la densité d'atomes qu'il y a dans l'espace, c'est tellement insignifiant qu'il n'y a pratiquement pas d'intérêt à quitter la Terre, sans compter le coût énergétique, le coût de matériaux, etc., etc. D'où vient la matière? La matière a été créée dans des étoiles sous l'effet de la fusion nucléaire. Ce sont des gros accélérateurs de particules. Je pense que la majorité des gens qui sont en face de moi, et je l'espère, sont déjà au courant de tout ça. Les étoiles sont des accélérateurs de particules qui permettent aux atomes de se rencontrer à des vitesses folles. Ils finissent par fusionner au bout d'1 million à peu près de collisions pour donner des atomes plus lourds, jusqu'à arriver, en tout cas dans cette petite étoile, à de l'atome de fer. Et notre système solaire, c'était une étoile beaucoup plus grosse qui allait jusqu'à l'uranium, au cœur,
qui a fini par exploser sous forme de supernova et qui a donné notre galaxie. De quoi est-ce qu'on dispose sur Terre en définitive? Si on sait tout ça, c'est qu'on connaît précisément justement la composition de notre croûte terrestre. L'abondance est à gauche, on voit une abondance logarithmique avec une grande abondance 10 puissance 6, et quand c'est une faible abondance, c'est une très très faible abondance. Mais on peut estimer globalement que nous sommes en train de marcher sur un mélange de tout ça. À peu près partout où nous sommes, il y a de tout, mais en quantité plus ou moins importante. Pas de chance, ces atomes n'existent quasiment jamais seuls. Ils sont sous forme d'alliage, c'est un petit peu vite dit. En tout cas, la grande majorité est oxydée. L'oxygène se met partout, et dès lors qu'on a besoin je sais pas, calcium, il faut enlever l'oxygène. En règle générale, j'aurais dû prendre l'aluminium, ça aurait été plus simple. Il faut enlever l'oxygène pour pouvoir avoir de l'aluminium seul, et pouvoir l'utiliser ensuite pour faire autre chose. On pourrait imaginer que les cycles géologiques permettent d'avoir de nouvelles matières qui arrivent en surface. C'est le cas, mais il faut de l'ordre de 1 milliard à 3 milliards d'années pour imaginer que la couche terrestre se renouvelle. Donc, avec tout ça, on a dit quoi? On a dit qu'on ne créera pas d'atomes sur Terre parce qu'il faut un accélérateur de particules, donc une énergie absolument considérable. On n'ira pas chercher de la matière dans l'espace parce qu'il y en a finalement très peu et que ça va être inaccessible ou presque. Et on a dit qu'on ne pouvait pas compter sur des cycles géologiques pour nous ramener de la matière. Donc, on ne dispose que ce dont on dispose, hélas. À quoi ressemble une mine maintenant? Parce que c'est là que nous allons chercher nos matériaux. Alors ça, c'est une mine d'aluminium. On creuse un grand trou. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la mine, on creuse un immense trou, on concasse, on fait énormément de poussière, de gravats, voilà, et on essaie de les maintenir autant que possible au sol avec de l'eau. On fait des grands bassins de rétention, voilà, qui sont plus ou moins fragiles, il y a plus ou moins de drames. On se rappelle en forêt amazonienne de 100 km de fleuves qui ne verront plus la vie avant des milliers d'années, suite à un barrage qui avait cédé. Cette boue donc ensuite est traitée, après concassée, voilà, on a la bauxite ici qui contient une certaine quantité d'aluminium qu'on va vouloir isoler. Je passe sur les traitements, mais juste pour dire que ça coûte une énergie colossale, que ça pollue beaucoup. On estime raisonnablement à une dizaine de kilomètres à la ronde de chaque mine la pollution qui n'est pas bonne pour la santé. C'est un minimum, c'est un doux euphémisme. Ça, c'est une mine, c'est Systex qui a produit ce petit schéma qui est une vue d'artiste hyper intéressante. Le trou, on voit, fait 2 fois la hauteur de la tour Eiffel, et la bille qui est ici, c'est du cuivre, totalement symbolisé, elle n'existe pas, qui permet de se rendre compte de la quantité de cuivre qui a été extraite de cette mine. Et là où c'est intéressant, c'est la vue aérienne. En réalité, la bille fait cette taille. Aujourd'hui, on ouvre des mines de cuivre qui sont à 1% de cuivre. Et on constate qu'on ouvre des mines, en général pour tous les matériaux, ou presque, avec des pourcentages, des filons qui sont de plus en plus pauvres. Est-ce que nous allons dans le bon sens? On peut constater qu'on n'utilisait que 6 atomes du taux périodique des éléments pour en utiliser de plus en plus. Donc nous n'allons évidemment pas dans le bon sens. La transition écologique en nécessite une quantité colossale. On parlait de Systex, il y a des conférences d'Aurore Stéphan qui sont excessivement intéressantes sur le sujet. C'est également Systex qui produit ça, qui explique que dans un téléphone portable, il y a pratiquement l'entièreté du tableau périodique des éléments. L'ONU, on y revient, s'est intéressé au taux de recyclage des différents composants et a donné ce tableau périodique des éléments pour indiquer lesquels étaient recyclés, lesquels n'étaient pas recyclés. Et on peut constater qu'il y a, hélas, beaucoup de rouge, et en particulier pour tout ce qui est rare. On constatera aussi que les NPK, alors je sais bien que c'est pour les ingénieurs, mais on va faire un petit peu de biologie aussi, N, P et K, qui sont les engrais, qui sont 3 des atomes nécessaires pour le vivant, indispensables pour le vivant, n'ont même pas été considérés comme pouvant être recyclés. Donc on n'a pas visiblement enquêté sur le taux de recyclage de ces matériaux. On en reparlera un petit peu après. Ce qui amène la presse, et pas que la presse, à s'interroger sur des futures pénuries. Alors il ne faut pas se méprendre. Pénurie, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout. Ça veut juste dire qu'on va avoir probablement
de moins en moins d'énergie pour aller chercher des matériaux de plus en plus difficiles à atteindre. Ce qui va forcément augmenter la rareté et augmenter le prix. C'est surtout ça le vrai problème qu'on va avoir, c'est d'équiper tout le monde en quantité abondante. Et nous avons aujourd'hui un accès hyper facile et abondant à presque tout, ce qui risque de se tarir. On a la presse de tous bords qui s'interroge sur le fait que nous ayons ou pas les matériaux nécessaires pour faire la transition écologique. Encore un, et on aura fini pour ça. On va rentrer un petit peu dans le détail. Quels sont les usages dispersifs? On a vu que 35% de tout ce que nous utilisons finit dans l'atmosphère, dans la terre ou dans l'eau. Le premier usage dispersif que nous avons, c'est avec les combustibles fossiles. Sous forme de CO2, nous émettons du CO2 dans l'atmosphère. Je pense que tout le monde est au courant pour l'énergie, le transport ou l'industrie. On retiendra que c'est le chiffre 1. Le chiffre 2, c'est pour l'agriculture, les N, P et K, que sont l'azote, le phosphore et le potassium. On retient le chiffre 2 et le chiffre 3 pour des raisons diverses. Colorants, additifs, catalyseurs, batterie électronique, c'est l'entièreté, comme on a vu dans un téléphone portable, du tableau périodique des éléments, matériaux et revêtements. Et maintenant, on arrive aux limites planétaires. Ah, pas encore. Maintenant, on arrive aux limites planétaires. Le 1, le CO2, on s'en rappelle, directement responsable du changement climatique. Ça, il y a pas photo, malgré le discours de Trump, enfin pas de politique. Le changement climatique est causé par un excès de CO2 et de méthane, mais de CO2 surtout, dans l'atmosphère. Le changement d'usage des sols, c'est surtout un puits de carbone dont on se prive. C'est toujours le 1, pas responsable, mais enfin en tout cas qui est en lien avec ça. Le 1, c'est toujours le CO2, qui est directement responsable de l'acidification des océans. Vous avez certainement entendu dire que la semaine dernière, cette limite planétaire a été franchie. Et c'est dramatique. Donc, pour rappeler, le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau pour donner de l'acide carbonique qui s'accumule, qui empêche certaines formes de plancton de se développer. Tout plancton à coquille voit, à cause de l'acidité qui augmente, sa coquille fondre. C'est l'herbe de l'océan, le plancton. C'est un petit peu comme si on faisait disparaître l'herbe sur Terre. Pour nourrir les vaches, c'est moins facile. La concentration atmosphérique en aérosol, c'est pas directement le CO2, mais c'est bien issu de la combustion fossile. Et ensuite, on a le 2, voilà, la perturbation des cycles géochimiques, on se rappelle NPK, que sont l'azote et le phosphore, qui ne cyclent plus. On va les chercher dans des mines, on les met dans des champs, et il n'y a pas de recyclage dans l'absolu, ça part avec les eaux de ruissellement, ça part aussi dans l'atmosphère, et c'est dramatique. Les pollutions nouvelles pollutions chimiques, 3, c'est le reste du tableau périodique des éléments qui est disséminé pour X raisons, voilà, dans l'air, dans l'eau et dans les rivières. Je pense aux métaux lourds, je pense à beaucoup de chimie aussi, pesticides et autres. Donc les limites planétaires sont directement causées par les fameux 35% de ce que nous émettons, air, eau, sol. Et on peut arriver à cette conclusion qu'à un moment donné, on va manquer de matériaux, on va avoir rendu notre environnement totalement hostile. Par contre, on aura fait beaucoup d'argent. C'est la partie argent que je ne ferai pas aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que le vivant, ça fonctionne? Et là, c'est cool de pouvoir raconter ça à des ingénieurs, peut-être que vous ne connaissez pas. Le vivant se contente de 6 atomes qu'on appelle schnops pour carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Les quantités sont proportionnelles au diamètre des cercles, la surface des cercles. Ces 6 atomes perdurent. C'est-à-dire que le vivant ne creuse pas de mine, le vivant ne va pas chercher d'autres métaux. Le vivant ne creuse pas de mine, il réutilise et il fonctionne en cycle fermé, en cycle équilibré. On va très rapidement survoler ces cycles parce que ce n'est pas complètement l'objet de cette conférence. Le carbone cycle, on voit entre l'atmosphère et l'océan. Il cycle entre la biomasse et l'atmosphère.
Tous ceux qui ont pu, à une époque, il y a 20 ans, on disait oui, mais un volcan qui va cracher va émettre beaucoup de CO2 et tous les efforts qu'on aura fait, nous, de diminution de CO2, ça sera compensé par le volcan. C'est complètement faux, comme on le voit sur ce schéma-là, en tout cas. 0,1 on est en gigatonnes de carbone par an, est directement absorbé par l'océan, il n'y a aucune séquelle. Ça, c'est pour le carbone. Après le carbone, on a l'hydrogène sous forme d'eau. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur les cycles de l'eau, c'est très complexe. Il y a l'eau verte, il y a l'eau bleue. Chose hyper intéressante et peu connue, l'évapotranspiration due aux arbres, aux plantes en général, la photosynthèse, est aussi importante que l'évaporation par les océans, les rivières, les lacs et autres. Ça veut dire que la moitié des nuages est la conséquence de la respiration, de la transpiration des arbres et des plantes en général. Et on est en train de le constater en ce moment, la forêt amazonienne pourrait devenir à moyen terme une savane, dans la mesure où l'évapotranspiration est en train de diminuer de manière drastique, et ça diminue forcément la pluviométrie d'autant, et ça commence à se dessécher. Ça, c'était pour le cycle de l'eau. Le cycle de l'azote, et là on commence à rentrer dans l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il y a une industrie dans le sol, une industrie dans le sens où il y a des machines qui fonctionnent, sans lesquelles ça ne pourrait pas cycler. On commence à entrevoir un petit peu le principe de réversibilité. C'est-à-dire que sans ces bactéries fixatrices d'azote, sans ces bactéries nitrifiantes, sans ces décomposeurs de bactéries, pardon, décomposeurs que sont des bactéries, des champignons, on n'aurait pas ce cycle qui permet à l'azote de se transformer en ammoniac, puis en nitrite, puis en nitrate, et de redevenir assimilable par les plantes. Le cycle de la vie fonctionne grâce à cette industrie, à ces hôtes, à ces machines extérieures à elle, qui elles-mêmes en font partie. Je commence à me perdre. C'était pour l'azote. On a également de la respiration, l'oxygène, entre l'atmosphère et la biomasse, entre l'atmosphère et la biomasse marine également, qui est parfaitement équilibrée. On pourrait me rétorquer, oui, mais depuis qu'on brûle du pétrole et du charbon, la quantité d'oxygène dans l'atmosphère n'a pas diminué. Eh bien si, on peut mesurer une diminution de la quantité d'oxygène qui n'est pas du tout sensible pour nous, en tout cas ça n'a pas assez baissé la quantité d'oxygène pour que ça nous impacte, mais elle a baissé depuis la révolution industrielle. Cette industrie, voilà, c'est ce qui me tient à cœur, c'est la conclusion, c'est que le vivant a besoin d'hôtes, sans quoi il ne peut pas exister, ça a besoin de cycler, et ces hôtes sont certainement quasiment plus complexes, aussi complexes au minimum, que ceux qu'ils servent à nourrir. Je vais passer très très vite sur la vie de la Terre. Ça c'est 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, on arrive à nous. Le premier squelette a été seulement il y a 500 millions d'années. La première plante terrestre, 400 millions d'années, premier animal à pattes, premier arbre, et là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y avait rien pour décomposer tout ce qu'on vient de voir juste avant, qui décompose aujourd'hui la nature, qui décompose l'azote pour en refaire de l'azote exploitable par d'autres arbres, n'existait pas. Le premier décomposeur de bois est arrivé 100 millions d'années plus tard, et c'est ces 100 millions d'années qui ont permis à la nature de créer les mines de charbon, de pétrole et de gaz. Et aujourd'hui, ça se fait à une vitesse très 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 lente, et on est en train de brûler ce qui s'est accumulé dans le sol pendant 100 millions d'années. Premier dinosaure, disparition des dinosaures, et nous à la marge, le dernier pixel au bout de la flèche. Cette vie, cette nature, cette biologie, existe parce que son industrie est d'une complexité colossale après 4,5 milliards d'années d'évolution, même si c'était plutôt long au début. Sur ce schéma, on voit toutes les étapes que les schnops, par lesquelles les schnops passent pour donner ici une cellule du vivant, mais végétale, qui se nourrit de soleil et d'eau, on l'a en zoom un petit peu ici, pour accéder ici à un muscle d'un humain en train de courir, ADP, ATP, vous avez probablement fait ça en biologie en terminale. Donc la cellule animale est ici, et donc on a les glipides, les lipides, les protéines, et toutes ces étapes archi complexes, mais qui permettent à ces 6 atomes de cycler. C'est quand même incroyable d'imaginer que ces 6 atomes cyclent en permanence pour redonner un nouveau matériau,
je sais pas comment dire, une nouvelle vie. Petit moment de poésie, je fais très rapide. Ce qui sépare le sang des humains de la chlorophylle des plantes, c'est juste un atome de fer. C'est absolument incroyable. L'évolution naturelle fait que nous avons un atome de fer qui sépare l'hémoglobine de notre sang de la chlorophylle des plantes. Voilà, on passe la poésie. On va maintenant passer dans le droit, et c'est beaucoup moins rigolo. Quelle est la définition du recyclage? Eh bien, le Code de l'environnement français explique que c'est une opération de valorisation. Alors, valorisation, c'est de l'argent, par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, alors qu'on vient bien de voir que les déchets organiques se traitent tout seuls, hein, sont traités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale, et là on ne comprend même pas le sens, hein, ou à d'autres fins. Donc c'est fait pour faire quelque chose, voire autre chose, c'est pas grave. Donc on dit que le recyclage, c'est faire de l'argent en traitant des déchets pour en faire quelque chose à des fins de quelque chose. Et c'est hélas ce qu'on observe aujourd'hui. La définition européenne n'est pas beaucoup plus flatteuse. Tout procédé de traitement, y compris la réutilisation, donc là le don, hein, je vous passe ma souris là, qui est dans ma main droite, je viens de recycler ma souris, qui permet de récupérer des déchets en vue de production de substances, toujours ce terme plus flou, on ne peut pas, de matière ou de produits. Et là, il n'y a même pas à des fins de quoi que ce soit, hein, tant que c'est traité. Donc vous arrivez à vendre un déchet, c'est à peine caricaturé, vous arrivez à vendre un déchet, c'est le recyclage. Et on va le voir après en rentrant dans le détail, c'est quand même minimum lacunaire. Ce qui amène Yves Reichet, qui est une personne que j'admire profondément, un des plus grands spécialistes, si ce n'est pas le plus grand spécialiste des matériaux en France et du cycle nucléaire, prendre du temps pour donner les conférences, lui aussi, pour expliquer que l'économie circulaire est en réalité une économie hélicoïdale, c'est-à-dire qu'on dégrade les matériaux, comme on n'a pas pris de précautions avant pour ne pas les dégrader. Naturellement, déjà, la physique nous explique qu'on va les dégrader un peu, mais on les dégrade beaucoup, et on n'arrive pas à utiliser, ou sauf dans de très rares cas, un matériau aux mêmes fins que celle qu'il avait initialement après traitement. Et donc je vous propose cette révolution sémantique, cette pensée, pour imaginer un monde dans 20 ans où, alors je ne dis pas qu'il n'y aura plus de déchets, mais enfin ça serait vraiment merveilleux, en tout cas limiter énormément, l'ONU nous enjoint énormément à diminuer ces 35% qui sont envoyés dans l'atmosphère, dans la terre ou dans l'eau, et ça passe par une révolution à mon avis qui est juste de changer les mots. Au lieu de parler d'un matériau recyclable, dire qu'un matériau est réversible, on va le voir après, ça change fondamentalement la manière dont on le perçoit. Parler de réversion au lieu de recyclage, la réversion, il y a cette idée de retraite, la suite du matériau, qu'est-ce qu'il va devenir. Le fait de réverser au lieu de parler de recycler, et ça marche participe présent aussi. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Le béton. Donc le béton, pour le décrire, ce sont des gravats, un tas de gravats dans lequel on vient mettre du sable pour boucher les espaces vides au maximum, lui donner de la solidité. Tout ce qui est vide, évidemment, c'est de la faiblesse. Et on met du ciment dedans, qui est une calcification. Eh bien, aujourd'hui, le béton est tout à fait considéré comme recyclable. C'est-à-dire qu'on va réussir à nettoyer les gravats de leur sable et de leur ciment. On me parle même de recycler des gravats pour en faire du sable, mais pas aux mêmes fins que le sable qui vient directement de carrières adaptées en littoral. Mais le ciment, évidemment, n'est pas réversible. Donc l'idée que le béton est recyclable, c'est très bien. Les gens vont pouvoir imaginer qu'on va refaire du béton avec du béton, mais aujourd'hui, la législation, c'est pas du tout ça. On ne peut pas faire du constructif, d'une colonne, un pilier qui tient un bâtiment. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire en recyclé, parce qu'on ne peut pas garantir que la solidité sera la même, et on sait très bien qu'elle ne sera pas la même. Donc aujourd'hui, on peut faire du béton recyclé, mais il va être utilisé qu'en dalle à l'extérieur, à condition que ça ne supporte pas la structure. Le béton réversible, évidemment, ça n'existe pas. Donc là, on s'enlève un leurre, le béton n'est pas réversible. Le bitume. Bitume, c'est un autre cas de figure. Le bitume, de la même manière, on va pouvoir trouver du bitume recyclé, sauf qu'en réalité, c'est du recyclage par dilution. C'est-à-dire qu'on va rajouter 50% de goudron neuf dans du bitume ancien, après l'avoir nettoyé quand même un petit peu. Et de la même manière, les gravats ne seront pas nettoyés suffisamment pour garantir que le goudron va y coller suffisamment. Et donc, ça sera un bitume tout à fait dégradé.
Donc c'est presque de l'enfouissement d'ancien bitume dans du nouveau goudron. C'est un peu... voilà. L'acier, l'aluminium, même combat. Il y a beaucoup de complexité, mais la première des choses qui existe très peu aujourd'hui et qui est tout à fait dommageable, c'est la traçabilité. On se retrouve avec des aciers d'une grande noblesse sur laquelle il n'est absolument pas indiqué de quel acier il s'agit. Aluminium pareil, des aluminiums aéronautiques, autres. Il n'y a pas la composition dessus. Donc on a grande quantité de cas où on va mettre des aciers ou des aluminiums très nobles dans le même bain de fusion que le reste pour en faire un quelque chose forcément dégradé. Le verre, il y a beaucoup de verres différents et c'est une des filières qui fonctionne le mieux. Le verre est plutôt réversible s'il n'est pas feuilleté au plastique, s'il y a beaucoup de scie. Mais c'est une filière en tout cas qui se gère plutôt pas mal. On voit donc, en conclusion de ces grands matériaux de construction, qu'ils ne sont pas totalement réversibles, ou peuvent l'être éventuellement avec des conditions, mais en tout cas, ça n'est pas considéré comme ça. On va expliquer que c'est trop cher. Mais il y a largement moyen de s'améliorer juste en changeant les mots. L'avantage de la réversibilité, c'est qu'on va pouvoir s'attaquer à d'autres sujets qu'on a pu voir avant concernant le vivant, qu'on ne considère pas quand on parle de recyclage. Si ma souris veut bien fonctionner, hop là, voilà. Les fameux engrais dont on parlait tout à l'heure, dont on a vu qu'ils naturellement cyclent, faute de quoi la vie s'arrête si ça ne revient pas à l'origine. Un arbre vit sur l'arbre qui était là avant lui. Si on enlève ça, ça disparaît. Aujourd'hui, les sols sont largement morts et les engrais qu'on met dans les champs sont des montagnes, en fait. C'est l'accumulation qui s'est faite pendant des millions d'années de déchets végétaux qui se sont accumulés et aujourd'hui on les récupère pour les mettre dans nos champs. Ça va avoir un début, une fin. Et aujourd'hui on n'est pas prêt du tout. J'ai pas parlé aussi des engrais de synthèse qui sont essentiellement carbonés et il y a de fortes chances pour que nous devions au minimum calmer le jeu sur ce point-là, faute de combustible. Mais la réversibilité, la réversion des engrais a un sens. Et ça change la perception qu'on en a quand on jette des engrais dans un champ. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, juste pour traiter l'eau pour qu'elle soit potable, la France, seulement la France, dépense 1 milliard d'euros à cause de l'azote. L'azote qui n'est pas du tout potable pour les humains. Mais il y en a partout. Les pesticides, on voit bien que recyclage de pesticides, ça n'a pas de sens. Par contre, la réversion des pesticides, ça consiste de la même manière à filtrer les nappes phréatiques, ça consiste à aller les chercher une fois qu'ils y sont. Une fois qu'on a dit que les pesticides n'étaient pas réversibles ou difficilement réversibles, on peut s'interroger sur le fait de les stabiliser au fluor. Je ne l'ai pas raconté, mais donc les schnops, ce sont des molécules des atomes, qui réussissent à avoir plein de géométries possibles qui leur donnent des caractéristiques différentes. Et la nature a fait en sorte que ces schnops se décomposent, se recomposent, etc., pour maintenir une fonction et perpétuer des cycles. Pour stabiliser ces molécules, on peut les tuer, on peut empêcher qu'elles bougent, on peut les figer avec du fluor. C'est la liaison la plus solide du domaine organique. C'est-à-dire qu'il faut des milliers d'années, voire c'est impossible, de défaire cette liaison entre le fluor et la molécule organique. Aujourd'hui, on envoie dans les champs des pesticides stabilisés au fluor. C'est absolument scandaleux. Vous connaissez certainement le nom, ça s'appelle les PFAS. C'est hallucinant, mais on ne se pose pas la question de la réversibilité des pesticides. Donc on laisse faire. Les pneus, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Les pneus, c'est 40 matériaux, ils sont très très difficilement, on ne peut rien en faire en fait. La vulcanisation du caoutchouc naturel en soi est un processus complètement irréversible. Il y a certainement des pistes, mais je ne suis pas au courant, et à mon avis c'est très coûteux, soit en énergie, soit en solvant et autres. Quand on veut, on peut. Dernier exemple, des plastiques pour bâcher les foins. Eh bien, quand on s'y prend bien et qu'il n'y a pas trop de colorant, que c'est pas trop souillé, que voilà, il y a des usages pour lesquels du plastique peut tout à fait revenir à la source, être recyclé, être réversé, et on a dans ce cas-là du plastique qui est réversible. On va voir que c'est pas si simple que ça la réversibilité dans la dernière slide, celle qui va vous donner quelques outils.
On peut également s'interroger sur la réversibilité des produits pharmaceutiques. Vous le savez certainement, mais aujourd'hui, les métabolites, donc c'est les résidus, une fois qu'un médicament est passé par un organisme, des métabolites polluent les eaux. On ne les filtre pas en station d'épuration ou peu. On a des poissons qui changent de sexe sous antidépresseurs ou anticoagulants. C'est pas idéal. La réversibilité des molécules pharmaceutiques est une vraie question. Voilà, par rapport au recyclage de produits pharmaceutiques, ça n'a pas de sens. L'électronique, c'est un cas d'école, c'est fantastique. J'ai une carte électronique, j'ai pas fait exprès, mais juste devant moi. Aujourd'hui, il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de chercheurs, qui cherchent comment défaire une soudure à l'étain. Voilà, ça fait 70 ans qu'on fait des cartes électroniques. Personne ne sait comment défaire une soudure à l'étain de manière économique. C'est la capillarité, pour ceux qui veulent le détail précisément, qui empêche l'étain de redescendre quand elles fond. Et s'il faut les chercher composant par composant, on n'y arrivera jamais, ce sera plus cher de défaire que de faire. Donc l'électronique est un vrai sujet. Le recyclage, donc ça consiste à broyer, à récupérer quelques matériaux, on est content, on a recyclé, sauf qu'on a perdu, vous voyez tout à l'heure, 60 matériaux dans un produit complexe, on en aura perdu 56. On voit également que tout ce qui peut freiner le recyclage aujourd'hui, ça concerne tout ce qu'on met par exemple dans un plastique, dans un tissu. Les colorants sont évidemment un frein au recyclage, les antifeux, tout ce qu'on peut mettre pour renforcer le matériau, empêchent la réversibilité de divers matériaux comme du plastique. Les énergies fossiles. Aujourd'hui, personne ne parle du recyclage du CO2 dans l'atmosphère. Pourtant, on sait que ça existe, c'est la nature qui le fait. Il y en a pour 10 000 ans, là, pour revenir au climat qu'on avait il y a 250 ans. C'est à peu près 10 000 ans. C'est la nature qui va faire le boulot. Et la réversion des énergies fossiles, ça a nettement plus de sens. Ça consiste effectivement à respecter ce cycle naturel qu'on a pu voir à un moment donné dans une des slides. Et donc, ne pas émettre plus que ce que la nature peut absorber. J'appelle ça la réversibilité. J'espère que j'ai pas de retour, hein, c'est terrible, les conférences comme ça tout seul. Bon. Et donc les autres usages dispersifs, de la même manière, sont pas réversibles du tout. Ça semble évident quand on le dit. On ne peut pas avoir un usage dispersif qui soit réversible, évidemment. Et la dernière slide. En quoi c'est compliqué la réversibilité? En fait, tout est réversible. Tout est réversible, on vient de le dire à l'instant, on dissémine des matériaux dans un champ, mais sauf que aller chercher des matériaux dans un champ, c'est infaisable, ou presque. C'est infaisable pourquoi? Parce que le coût va être totalement exorbitant. Donc la première chose à regarder, et là je dépasse l'ACV. L'ACV, c'est l'analyse du cycle de vie. La réversibilité va pouvoir conclure sur le coût, combien ça coûte de faire l'action inverse de ce que la machine a fait. C'est là où mon métier de fabricant de machines m'a énormément sensibilisé à ce principe. C'est-à-dire que j'ai mis en œuvre moi-même des machines qui sont complètement irréversibles. Quand vous soudez deux pièces, ça va dépendre de la nature des deux pièces. Mais si les deux pièces sont pas... Il y a plein de scotch, par exemple, d'étiquettes qui sont posées qu'on va jamais décoller, c'est trop cher. On va pas le faire. Il vaut mieux une vis qu'un scotch, par exemple, ou de la colle. Ça remet en cause la conception de tout. Là, je suis en ce moment sur un bureau qui est un mélange de fibres de bois, de polyuréthane, de vinyle. C'est assemblé à la colle chaude, certainement, et j'ai du colorant à plus savoir quoi en faire. C'est totalement irréversible, évidemment. Pour des raisons de coût, simplement. On pourrait gratter chaque morceau de bois, voilà, donc ça va finir au feu, c'est sûr. Donc le coût est la première chose. Comme ça, intuitivement, je pense qu'un produit est réversible si le coût de réversion est égal au coût de fabrication. Voilà, si c'est plus cher, ça ne sera jamais réversé, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous l'aurez compris, l'idée de cette conférence est d'expliquer que 99,9% de nos actions industrielles et agricoles sont devenues irréversibles depuis les années 30, à peu près. Ensuite, la qualité, on peut avoir un coût faible, mais une qualité de produit réversé qui est mauvaise. Si le produit ne revient pas à sa fonction initiale, ce n'est pas de la réversibilité, c'est du recyclage. Ensuite, le délai. De la même manière que si vous coupez du bois, mais que vous avez un usage de ce bois qui est inférieur au temps nécessaire à la forêt pour pousser, vous allez avoir un manque de bois pendant le temps que ça pousse. Eh bien, le délai de réversion n'a de sens que si il est inférieur au temps d'usage.
Voilà, je pense que c'est assez simple et clair. Et ensuite, les pertes à chaque cycle. Bon, ça, il n'y a pas le choix, c'est la physique qui nous l'enseigne. On perd forcément à chaque cycle du matériau. Donc, il faudrait statuer sur un pourcentage acceptable. Si c'est 1%, c'est peut-être très bien. Moi, en tout cas, mon envie, c'est que ce sujet avance, qu'on puisse se mettre d'accord pour dire que tel coût est acceptable, quelle qualité, quel délai, quelle perte à chaque cycle. C'est beaucoup plus qualitatif que de dire qu'on fait du recyclage. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est super, hein, mais c'est économie, ça n'est pas industrie du tout. Et mettre une industrie en place comme ça, c'est très complexe. On l'a vu pour le vivant, que c'est encore plus complexe, cette industrie de réversion, que l'industrie de la vie, presque. Et donc, se pose ensuite la question de qui paye et comment. Bon, voilà, ça c'est la suite de la conférence que je ne donnerai pas aujourd'hui. Et donc, je me prête maintenant à vos questions. Merci beaucoup, Stanislas, pour cette présentation très claire, très intéressante. Alors, pour le moment, on a quelques questions. Alors, les premières questions concernent... Attendez. Oui, est-ce que vous pourrez nous indiquer les sources des chiffres qui sont présentés dans vos premières slides, notamment la 10? Je ne sais plus laquelle c'est. Normalement, je mets les sources systématiquement. Ok. Donc, peut-être elles n'étaient pas visibles parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont eu du mal à régler au début la présentation de leur côté. Donc, peut-être qu'elles n'étaient pas visibles, mais elles sont dessus. Ok, très bien. Alors, il y a une question qui concerne ce que vous avez dit sur l'économie circulaire. Pourquoi la réduire en fait au recyclage, puisque c'est effectivement la dernière étape de l'économie circulaire et la moins vertueuse des boucles. Mais avant, il y a la réduction et la réparation. Alors, j'ai une réponse à vous faire qui est hallucinante. Le monsieur qui a donné naissance aux 7 ou 9, j'ai un doute, piliers de l'économie circulaire, est parti à la retraite et il l'a fait il y a 25 ans. Voilà, il travaillait pour l'ADEME, j'ai encore son nom et je connais son ancien chef. Je plaide auprès de l'ADEME aujourd'hui pour qu'on ne ferme pas, que le dernier pilier de l'économie circulaire, que j'aimerais bien être industrie circulaire un jour, ne s'arrête pas justement à recyclage. Recyclage, on vient de le voir, c'est pas une boucle, c'est voilà, une spirale. Et donc, je fais des pieds et des mains pour qu'un jour, il puisse y avoir réversion après recyclage avant d'arriver à matière vierge. Parce que c'est quand même profondément scandaleux d'avoir aujourd'hui recyclage vers matière vierge. Ok, donc le sujet vraiment intéresse puisqu'il y a des personnes qui demandent s'il y a un article TI à ce sujet. Donc, pas encore, mais je pense qu'on va l'élaborer par la suite. Quelqu'un demande si votre société vend du conseil. Ma société ne vend pas de conseils. Par contre, je peux témoigner d'une chose. Ça fait maintenant 3 ans que je fais cette conférence sur la réversion, avec cet idéal. Et une chose incroyable s'est produite. On commence à avoir de plus en plus de mal, nous, en interne, à fabriquer des machines qui fabriquent des choses. Et chose folle, la loi AGEC impose maintenant de ne plus jeter les invendus et donc impose de les traiter. Et donc, nous faisons en ce moment dans l'atelier la première machine de défabrication de produits neufs en vue de réversion, bien sûr, ensuite, une fois que le carton est séparé du verre, etc., etc. Donc ça peut exister, ça va exister, et en tout cas, nous, on fait ça aujourd'hui. Ok. Une autre question concerne la formation des ingénieurs de demain. Comment les former, selon vous, à la réversibilité? Et ça va un peu dans le même sens. Attendez, je prends juste la question suivante. C'est quel conseil donneriez-vous justement des ingénieurs conception pour faire des produits réversibles? De s'interroger sur le coût de la réversion, sur la qualité après réversion, sur le délai de réversion et sur les pertes au feu. Voilà, c'est simplement ça, c'est ces 4 points-là qui vont permettre aux matériaux de vivre le plus longtemps possible. Et pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui? Franchement, je m'interroge. Sans être complotiste, je pense que le poids des lobbies est quand même... j'ai été quand même stupéfait la définition du recyclage faite par la France. Traitement à fin identique ou à d'autres fins, ce qui est quand même hallucinant. Il y a une deuxième personne qui est arrivée après la rédaction du premier truc pour dire surtout vous arrêtez pas là, rajoutez ou d'autres fins, sinon... Voilà.
J'ai une petite aventure quand même à raconter aussi à l'AFNOR, parce que j'ai été, moi, me présenter à l'AFNOR en disant bonjour, j'ai une super idée, vous êtes en train de faire une norme d'économie circulaire. Ils m'ont demandé à quel parti politique j'appartenais, à quel groupe de puissance j'appartenais, ils m'ont demandé de revenir quand j'avais 100 000 adhérents. Ok. Donc, il faut un certain poids. Ok. Une autre question sur les cycles naturels de réversibilité des schnapps sont-ils supportables avec une population de plusieurs milliards d'êtres humains? C'est pas à moi d'y répondre. Ce que je propose dans la suite, moi, c'est un modèle économique basique. Les entreprises provisionnent le coût de la réversion au moment où ils fabriquent. Et ça va exclure beaucoup de fabrication. Ça amène, j'ai pas envie du tout de dire décroissance, mais en tout cas une simplification de tout ce qui compose notre mobilier, et, voilà, qui pourrait presque permettre d'avoir plus d'habitants. Donc je ne sais pas quoi répondre à ça, c'est trop politique et compliqué. Ok. Mais sinon, pouvez-vous nous donner quelques exemples de concrets de produits réversés auxquels vous avez pensé ou qui existeraient déjà? Il y a aujourd'hui des plastiques qui sont réversibles, pour pas dire qu'ils le sont tous. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un paradoxe qui est complet, comme il n'y a pas de provision pour le devenir du matériau. Aujourd'hui, on fait des plastiques ultra durables, parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais besoin de payer le solvant qui va permettre de le dissoudre. Dit différemment, on est enfermé dans un paradoxe où on veut des plastiques toujours plus solides et toujours plus résistants, donc toujours plus résistants aux futurs solvants qui est censé pouvoir les dissoudre, et on ne peut plus les dissoudre. Donc le coût de la réversion augmente. Voilà, on est dans un paradoxe complet entre je veux du recyclable facilement réversible et en même temps je veux que ça dure. C'est soit l'un, soit l'autre. En fait, la nature, c'est un exemple que j'aime bien prendre. Il n'y a pas de différence entre un plastique, c'est Schnops aussi, hein, et une feuille d'un arbre. Sauf que si la feuille d'un arbre n'était pas décomposée, eh bien, les feuilles de l'arbre tomberaient, couvriraient le sol et empêcheraient la pluie d'arriver jusqu'à l'arbre qui mourrait. Dit différemment, si la nature avait inventé nos plastiques hyper stables, il n'y aurait plus de nature. Ça ne cycle pas. Ça ne peut pas cycler. Il n'y a rien pour le décomposer, c'est le principe, c'est ce qu'on lui demande. Est-ce que vous voyez des secteurs quand même qui seraient les plus avancés pour créer de la réversibilité, créer des produits réversibles? Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs dans lesquels ce sera plus facile que d'autres? Oui, il y a une révolution qui est basique à faire. Je pense à une en particulier. Alors, le verre est déjà plutôt bien organisé, même si il y a aujourd'hui des composites de verre qui ne sont pas du tout réversibles, très compliqués à réverser. Il y a un exemple très très simple. Là, à l'instant, je suis dans un bâtiment industriel qui est composé d'acier, d'acier et d'acier. Aujourd'hui, on continue à construire en béton. On a Fabrice Bonifay, le directeur RSE de Bouygues, qui n'arrête pas de crier partout qu'il faut arrêter le béton, il faut arrêter le béton. Plusieurs raisons, hein, c'est que ça émet énormément de CO2 et qu'on a bientôt plus de sable. Le sable à béton, pas du sable de désert. Hein. Le devenir de la construction, c'est le bâtiment acier. Ça me semble une évidence. On prend un acier, on le refond, on refait un bâtiment. Alors, quelqu'un a mis un commentaire. C'est comme pour l'éco-conception, pour qu'un produit soit réversible, il faut le penser dès le début dans ce but. Donc, effectivement, oui. Est-ce que du coup, la réversibilité, c'est de l'éco-conception? Est-ce que vous, c'est des concepts quand même un peu différents ou... C'est de l'éco-conception. En rajoutant le coût de réversion. Aujourd'hui, dans l'ACV, cycle de vie, très bien, mais il n'y a pas le coût de réversion. Et on se retrouve avec le résultat attendu. Personne ne veut payer, personne ne paye. Les REP, aujourd'hui, font leur job à minima. Elles se font empaler par la Cour des comptes. Elles sont en train de se faire dissoudre tellement voilà. Et on parle de mafia. Les REP, c'est responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire qu'il a déjà été imaginé hein, que les producteurs allaient mettre un petit peu d'argent de côté pour traiter leurs déchets. Sauf que pour ne pas toucher à la conception, c'est le service marketing qui dit ah non, non, surtout ne touchez pas à la conception parce que c'est ça qui fait vendre. Le résultat des courses, c'est qu'à la fin, c'est par hasard réversible ou surtout ça ne l'est pas, et en général ça ne l'est pas. Et en payant un minima, on a un traitement du déchet qui est minima. Il n'y a pas de surprise, les REP ferment les unes après les autres pour plein de raisons. Elles n'ont pas de moyens. Ça n'a pas été pensé pour au départ, ça ne peut pas marcher à la fin. Oui, il y a justement quelqu'un qui demande si au niveau des processus de conception d'une machine ou d'un produit, ça ne doit pas déjà être pris en compte, justement tout ce processus de démantèlement, de récupération d'éléments simples. C'est pris par-dessus la jambe, parce que ça ne sera jamais fait. On ne provisionne pas d'argent pour ça.
tant qu'il n'y a pas d'argent provisionné, donc c'est mettre de l'argent de côté, là j'ai affaire des ingénieurs, donc on parlait aux gestionnaires, provisionner, c'est mettre de l'argent de côté pour le futur. Vous faites un produit qui a une espérance de vie de 10 ans, ben vous allez payer en 10 fois le coût de démantèlement, de réversion, mais vous le payez à la fin et le matériau revient. Donc ça diminue pour l'entreprise les coûts de matières premières, puisque les matériaux lui appartiennent, et ça permet de penser cycle. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser cycle, parce que le bilan comptable tel qu'il est produit ne le permet pas. On fait du bénéfice à faire du jetable, pas à faire du durable. Ouais, c'est une des questions aussi qui est dans le fil, c'est pourquoi l'ingénierie moderne continue de privilégier des modèles irréversibles, malgré justement la conscience croissante des limites planétaires, des enjeux environnementaux. Quelqu'un demande pourquoi vous ne parlez pas de décroissance. Parce que le terme est totalement dévoyé de ce qu'il est initialement, que ça, moi, mon principe a pour conséquence effectivement une décroissance heureuse, hein, c'est-à-dire que les besoins sont toujours satisfaits, mais la table sur laquelle je suis, j'en parlais tout à l'heure, qui est en aggloméré, elle serait probablement très très bien en verre. Ça ne change pas grand-chose, il y a un petit peu moins de choix quand on va chercher sa table. Mais il y a des solutions pour faire du réversible. Le problème, c'est le marketing. On veut satisfaire les humains. Et surtout, le vrai problème, je l'ai dit juste avant, c'est la manière dont est calculé le bénéfice des entreprises. Le bénéfice d'une entreprise ne tient absolument pas compte des coûts futurs, ce qu'on appelle les externalités dans le jargon comptable. Ouais, une autre personne fait remarquer que justement, il y a toujours ce même problème entre les entreprises qui vont crier au surcoût ou au fait que le client ne voudra pas payer. Et donc, du coup, derrière, il faudrait légiférer et qu'un peu chacun se renvoie la balle, entreprise, consommateur, État. Et la question, c'est on commence par où? Qui commence? Qui se lance? Eh bien, j'ai une solution. Il y a une seule chose sur laquelle le monde entier s'entend. C'est le commerce. Pour s'entendre sur le commerce, il faut se mettre d'accord sur le bénéfice. Et pour se mettre d'accord sur le bénéfice, il y a des agences de rédaction de normes comptables qui échappent complètement au contrôle des États. Elles sont au-dessus des États et c'est elles qui définissent ce qui est un bénéfice et ce qui ne l'est pas. Donc c'est elles qui font des pieds et des mains pour qu'on ne comptabilise pas la pollution, pour que ça ne rentre pas dans le bilan. Et je vous invite à aller sur Google, à taper IASB. Je répète, IASB, Wikipédia. Et vous allez pouvoir lire un magnifique article Wikipédia sur l'IASB. Il y a un onglet légitimité, un petit paragraphe légitimité qui vous explique que les gens qui rédigent les normes comptables, et donc qui refusent évidemment qu'on intègre quelques données environnementales que ce soit dedans, financières en tout cas, sont les mêmes tout simplement qui produisent le capital. Un autre commentaire, étant donné la culture du progrès technologique et la politique de croissance, donc l'augmentation de la complexité, entre parenthèses, et le coût de réversibilité, il me semble alors que la problématique soulève la capacité de réorientation sociétale de nos démocraties, entre guillemets. Que pensez-vous de la convivialité d'Illich ou bien de la décroissance ? Là, c'est politique et sur cette vidéo qui est enregistrée, je m'en tiendrai à des propos scientifiques et uniquement scientifiques. Je vous parle de comptabilité, c'est déjà presque politique de parler de comptabilité alors que ça ne devrait pas. Et vous avez peut-être déjà pu lire que la comptabilité échappe à tout débat démocratique. C'est dans l'article auquel je viens de vous faire référence. Ok. Alors, on a quand même une question qui revient sur le cœur du sujet. Peut-être vous pouvez quand même le réexpliquer en 2 mots. Quelle différence entre un produit dit recyclable et un produit réversible ? Alors, je le répète, le recyclage, c'est, en caricaturant, le fait de pouvoir vendre un déchet à une entreprise pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. À partir du moment où vous avez revendu un déchet, vous avez respecté la consigne législative, et donc vous pouvez prétendre avoir fait du recyclage. Ce titre, vous pouvez récupérer, alors à Tours par exemple, pour 1 tonne de plastique recyclé, ils vous donnent 300 ou 400 €, je ne sais plus, j'ai plus la donnée précise. Ça se passe à peu près comme ça. Vous récupérez du déchet, vous arrivez à le vendre à quelqu'un, eh bien vous récupérez de l'argent. C'est pas un hasard, hein, s'il y a un livre qui s'appelle La mafia du déchet. Donc voilà, c'est pensé à peu près comme ça. La réversion, ça permet c'est la volonté en tout cas, de revenir au produit initial avec le déchet. Donc il faut qu'il ait été pensé en amont pour ça. Pour rentrer dans des détails, un tout petit peu, les aciers peuvent être réversibles ou recyclables. Plus ils sont complexes, moins c'est évidemment réversible.
Ok. Et est-ce que quelque chose de réversible peut l'être en subissant un processus de retransformation où c'est vraiment retrouver la matière d'origine sans qu'elle soit retraitée? Est-ce qu'il y a une notion de traitement quand même du matériau qui peut entrer en jeu ou pas dans le concept? Au risque de surprendre, parce que je vois l'heure qui tourne, au risque de surprendre, le Tetra Pak, là, par exemple, qui est les briques de lait, eh bien, c'est du plastique, de l'aluminium et du carton. Eh bien, aujourd'hui, on fait des bancs en extrusion avec juste le plastique et l'aluminium, ce qui donne une certaine robustesse au plastique. Eh bien, avec un banc, on refait un banc. Du coup, c'est pas choquant du tout. Il y aura toujours besoin de bancs et on refera des bancs avec ça. C'est pas choquant. Là où je voulais revenir sur quelque chose qui est très important, c'est que je ne prétends pas aujourd'hui que c'est forcément la simplicité qui rend les choses réversibles. Si on prend l'exemple de la nature, c'est archi complexe. Il a fallu un temps considérable pour mettre en œuvre une industrie robuste, résiliente et tout ce qu'on veut. Et je dis bien industrie parce qu'il y a plein de machines qui permettent l'existence du vivant et le fait que le vivant, j'aime pas trop ce mot régénérer, mais enfin le vivant revient lui-même. Et donc c'est pas dit que ça soit dans des processus simples qu'il faille aller. En tout cas, sur tout ce qui est organique comme plastique, comme le plastique, il est possible que ça soit en fait archi complexe d'avoir des plastiques réversibles. Et presque tant mieux, je veux dire, on arrivera à quelque chose en se fouillant en tout cas. Ok. Ok, il y a encore une question. Les rapports extra-financiers imposés par l'Union européenne sont-ils touchés par ces normes qui empêchent la réversibilité? La CSRD. Alors, je vous donne des petits secrets. La CSRD, donc c'est le fait de comptabiliser tout ce qui va pouvoir sortir comme déchets d'une entreprise, y compris les gaz, y compris des choses que les industriels n'aiment pas trop avouer. Donc externalité, vous l'aurez compris, parce que ça n'est pas financier, donc c'est juste écrit, c'est la liste, voilà. Et à la fin, la CSRD permet de mettre une note à l'entreprise. Voilà, vous avez une note de 200, très bien. Et donc l'idée à moyen long terme de l'Europe, c'était de contourner justement ces normes comptables en mettant un prix au point. Donc vous avez 200, vous avez surtout 200 millions à nous donner parce que vous envoyez trop de je ne sais pas quoi dans l'atmosphère. Et donc j'ai un peu oublié la question, mais pour dire que ça va complètement vers la réversibilité, sauf que vous l'aurez certainement constaté, la CSRD est en train de se faire tirer dessus à tout bout de champ. Et voilà, il y a beaucoup de résistance. Ok. Alors, il y a beaucoup de remerciements. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y en a une que j'ai gardée pour la fin qui demande s'il y aura si on prévoit d'organiser des webinaires pour poursuivre sur cette série. Visiblement, le sujet intéresse beaucoup. Donc, rien n'est encore prévu, mais on prend note de votre intérêt pour cette question qui effectivement impacte vraiment beaucoup de secteurs dans l'ingénierie. Et on est ravis que ça ait un peu stimulé les échanges. Est-ce que vous voulez ajouter un mot Moi, je voulais juste vous remercier tous parce que je vois une quantité d'applaudissements et de pouces innombrables et c'est génial. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, il y aura un replay accessible. Et effectivement, n'hésitez pas à parler de ce concept autour de vous, de faire connaître les conférences. Je ne sais pas si vous les annoncez sur LinkedIn, vos conférences, Stanislas. Donc, allez le suivre pour voir les prochaines, ou voir en organiser dans vos structures si ça vous a plu. Voilà. Et après, peut-être on va effectivement voir si on crée une publication pour les techniques pour les collections de techniques d'ingénieurs. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup Stanislas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Bon après-midi à tous. Bon après-midi. Au revoir.